Ton esprit n'est ni un temple sacré, ni un refuge sûr. C'est un champ de bataille constant, un terrain miné où chaque pensée erronée, chaque émotion incontrôlée est une bombe qui menace de te détruire de l'intérieur. Et le pire, la plupart du temps, tu es celui qui pose ces mines, qui alimente ce chaos avec un excès d'informations inutiles, en ruminant des pensées toxiques et en repoussant les décisions qui pourraient te libérer. Cette vidéo ne vient pas t'offrir de faux réconforts ou de faux espoirs. Elle vient pour te secouer, pour briser ce confort autodestructeur dans lequel tu te caches. En seulement 3 jours, tu peux commencer à nettoyer cet esprit en guerre, à prendre le contrôle avec une discipline stoïcienne et une honnêteté brutale. Il n'y aura pas de miracle, ni de raccourci, juste un processus rigoureux qui te confrontera à la vérité la plus inconfortable. Si tu continues à laisser ce bruit intérieur te gouverner, tu t'enfonceras davantage. Si tu veux de la clarté, si tu veux une vraie paix, tu dois cesser d'être le prisonnier de tes propres schémas et habitudes nocifs. Ici, tu apprendras 8 leçons stoïciennes qui ne sont pas de la théorie ou des philosophies vides, mais des armes pratiques pour retrouver ta force mentale, organiser tes émotions et maîtriser chaque mot que tu te dis à toi-même. Si tu es prêt à arrêter de perdre ton temps et de saboter ton esprit, continue à lire. Parce que ceci est seulement pour ceux qui ont le courage de faire face à leur chaos et de s'en sortir vivant. 1. Déconnecte-toi pour récupérer ton esprit. Ton esprit est comme un système de tuyauterie rempli de déchets, de blocages et de rouille. Si tu continues à laisser la saleté s'accumuler, tôt ou tard, tout s'effondrera. Peu importe combien d'efforts tu mets à maintenir l'apparence que tout fonctionne, la vérité est que tu es au bord d'un débordement, d'un effondrement mental qui entraînera tout sur son passage. Se déconnecter, c'est comme fermer la vanne principale pour vider ses tuyaux et permettre que le nettoyage commence à partir de la racine. Si tu ne fermes pas cette vanne, tu continueras à alimenter le problème, sans te rendre compte que tu es toi-même responsable de ce chaos interne. Se déconnecter n'est pas un luxe ni une pause passagère, c'est une nécessité urgente, un acte de survie mentale, dans un monde qui ne cesse de t'inonder d'informations inutiles, de conflits étrangers et de bruits constants. Tu ne peux pas contrôler tout ce qui t'arrive, mais tu peux décider ce que tu permets d'entrer et ce que tu bloques. C'est ici que commence ta désintoxication. Pendant 3 jours, la première étape est de fermer cette vanne d'entrée. Plus de réseaux sociaux qui ne font qu'alimenter ton anxiété, plus de nouvelles qui te volent ta tranquillité, plus de messages qui épuisent ton énergie. Jeûner d'informations, c'est ériger un mur solide qui te protège, pas une punition pour ta vie sociale ou professionnelle. Parce que comprendre cela, c'est comprendre que le bruit externe génère le chaos interne. Et tant que ton esprit sera saturé, tu ne pourras pas penser clairement ni prendre des décisions de manière responsable. Alors le premier conseil est simple mais puissant. Déconnecte-toi pour récupérer ton esprit. Sois brutal avec cela, parce que la distraction est l'ennemi silencieux qui s'infiltre à chaque moment de la journée. Ne laisse pas cela te voler ta concentration, ni contrôler ton état émotionnel. Ce n'est pas de l'égoïsme ni de l'arrogance, c'est de l'intelligence pure et dure. Établis des limites claires et respecte-les. Éteins ton téléphone portable, arrête de vérifier tes mails toutes les 5 minutes, évite ces conversations qui n'apportent rien. Crois-moi, la clarté que tu gagneras est inestimable. En te déconnectant, tu commences à récupérer le terrain perdu, à respirer calmement et à te retrouver. Le silence numérique est un espace où l'esprit peut se vider, organiser ses pensées et commencer à guérir. Sans cette pause consciente, tu resteras pris dans le tourbillon de stimuli qui t'épuisent sans que tu t'en rendes compte. Mais se déconnecter, c'est aussi apprendre à être avec toi-même sans peur, sans besoin de remplir chaque seconde de bruit ou de distraction. C'est accepter le vide momentané pour remplir ton intérieur de paix et de contrôle. Au début, tu peux te sentir mal à l'aise, voire anxieux, mais c'est le signe que tu es en train de te débarrasser de ce qui ne te sert plus. Cette anxiété est le reflet de l'addiction à la surexcitation que le monde moderne a créée.
Le stoïcisme nous enseigne que la maîtrise de soi est la base de la liberté intérieure. Et se déconnecter est le premier acte tangible pour démontrer que tu peux gouverner ton esprit et ne pas laisser ton esprit te gouverner. Alors, sois conscient et impitoyable. Choisis ce qui entre et ce qui n'entre pas, parce que ton bien-être mental en dépend. Personne d'autre ne le fera pour toi. Personne ne nettoiera ce système de tuyauterie que tu appelles esprit si tu ne le fais pas. Cette étape est le fondement de tout ce qui vient ensuite dans cette désintoxication. Sans cette base, toute tentative d'organisation émotionnelle ou de prise de décision consciente sera inutile, car l'esprit restera saturé et chaotique. C'est pourquoi se déconnecter n'est pas un caprice, c'est une bataille quotidienne que tu dois gagner pour retrouver la clarté et la force que tu mérites. 2. Observe tes émotions sans jugement. Les émotions sont comme des vagues géantes qui frappent sans prévenir. Certaines sont fortes et turbulentes, d'autres douces et presque imperceptibles, mais toutes ont le pouvoir de t'emporter si tu n'apprends pas à rester ferme. La réalité est que tu ne peux pas contrôler l'apparition de ces vagues, mais tu peux décider comment naviguer au milieu de cette mer tumultueuse sans te laisser couler. Observer tes émotions sans jugement, c'est comme être un phare au milieu de l'océan. Tu ne luttes pas contre les vagues, tu n'essaies pas de les arrêter, tu les regardes simplement passer, sans te laisser emporter ou aveugler par elles. C'est une compétence que la philosophie stoïcienne met au centre, car comprendre que les émotions ne sont pas des ennemis, mais des signaux, te donne un véritable avantage sur ton propre chaos interne. Quand tu laisses le jugement s'infiltrer dans cette observation, tu commences à lutter contre toi-même. Tu te dis que tu ne devrais pas avoir peur, que ce n'est pas bien d'être triste ou en colère, et ainsi tu ne fais qu'alimenter la confusion et le désordre mental. La première étape est d'apprendre à t'arrêter et à regarder sans étiquette ni condamnation, sans essayer de changer quoi que ce soit à cet instant. Être simplement témoin, avec un esprit clair et froid, de ce qui se passe en toi. Cette pratique nécessite de la discipline, car la plupart des gens réagissent impulsivement, cherchent à fuir ou à combattre ce qu'ils ressentent. Mais résister à cette réaction immédiate te renforce. Elle t'aide à ne pas perdre le contrôle, ni la perspective. Quand tu observes tes émotions sans jugement, tu commences à découvrir des modèles, à identifier ce qui t'affecte vraiment et ce qui n'est que du bruit passager. Tu apprends à séparer l'essentiel de l'accessoire, à comprendre quand une émotion est une alarme authentique et quand elle n'est qu'une tempête qui passera. De plus, cet exercice ne se limite pas aux moments de crise, mais devient une habitude quotidienne qui te maintient en équilibre. Il te rend moins vulnérable aux manipulations externes et aux attaques internes que tu peux toi-même générer. La réalité est dure et pleine de stimuli qui cherchent à te déstabiliser, mais si tu maîtrises ce regard impartial, aucun coup émotionnel ne te renversera sans permission. Il ne s'agit pas de devenir insensible ou froid, mais d'acquérir la capacité de faire face à ce que tu ressens avec maturité et sans te mentir à toi-même. La philosophie stoïcienne te rappelle que tu n'es pas tes émotions, mais celui qui les observe et décide comment réagir. Et cette distance est ton pouvoir. Il ne s'agit pas de nier ce que tu ressens, mais de l'accepter sans lui permettre de prendre le contrôle. C'est pourquoi la deuxième leçon est claire. Transforme ton esprit en un spectateur ferme qui observe le défilé émotionnel sans juger ni réagir impulsivement. Pratique cela avec une honnêteté brutale. Quand tu ressens de l'anxiété, de la tristesse ou de la colère, ne fuis pas et ne te critique pas. Arrête-toi et observe. Nomme-les avec précision, sans ajouter de drame ni d'autocompassion. Les reconnaître est la première étape pour les maîtriser. Ainsi, le chaos devient compréhensible et gérable. Cette pratique te permettra de construire un bouclier interne qui réduit l'impact émotionnel et t'ouvre la porte à un esprit plus clair, capable de prendre des décisions conscientes et de maintenir la sérénité au milieu de la tempête. Ne t'attends pas à ce que ce soit facile ni immédiat,
car affronter tes émotions sans jugement est une bataille constante contre des habitudes enracinées. Mais chaque fois que tu réussis à t'arrêter pour observer sans te laisser emporter, tu es un pas de plus vers la liberté mentale et émotionnelle dont tu as tant besoin. 3. Accepte et nomme ce que tu ressens. Tes émotions ne sont ni des ennemis, ni de simples sensations passagères. Ce sont des messagers bruts et sans filtre qui viennent te rappeler la vérité que tu préfères souvent ignorer. Faire semblant qu'elles n'existent pas ou les cacher sous des couches de déni, c'est comme fermer les yeux au milieu d'une tempête en espérant qu'elles disparaissent par magie. La réalité est brutale. Si tu n'acceptes pas et ne nommes pas ce que tu ressens, tu te condamnes à vivre dans l'obscurité, piégé dans un labyrinthe sans issue, otage d'impulsions qui contrôlent ton esprit sans que tu t'en rendes compte. Accepter ne signifie pas se résigner ou se rendre, mais avoir le courage de faire face à ton monde intérieur avec une honnêteté brutale, sans masque ni excuse. C'est reconnaître que la tristesse, la colère, la peur ou la frustration ne sont pas des défauts, mais des parties réelles de toi qui exigent d'être vues et comprises. Nommer ces émotions, c'est leur donner une forme, leur donner un visage que tu peux reconnaître pour qu'elles cessent d'être des fantômes qui te hantent en silence. Lorsque tu ne nommes pas ce que tu ressens, les émotions deviennent un chaos indomptable, des réactions automatiques qui t'entraînent et te font perdre le contrôle. En revanche, lorsque tu leur donnes un nom, tu récupères du pouvoir. L'acte de nommer est un acte de domination sur ton monde intérieur. Il te permet de comprendre ce qui t'affecte réellement, de séparer la cause de l'effet et de prendre des décisions à partir de la clarté et non de la confusion. La philosophie stoïcienne met l'accent total sur cette maîtrise personnelle car elle sait que celui qui ne peut pas gouverner ses émotions est condamné à être leur esclave. Cette acceptation consciente t'oblige à te regarder dans le miroir sans filtre, à bannir l'auto-illusion et à confronter ta réalité émotionnelle avec la maturité que la vie exige. Ce n'est pas un chemin facile ni confortable, car tu te retrouveras avec des vérités inconfortables et des blessures que tu préférerais ignorer. Mais c'est indispensable pour avancer. Ce n'est qu'avec cette reconnaissance profonde que tu pourras commencer à construire un esprit fort, capable de résister aux tempêtes externes sans s'effondrer. Cette pratique n'est pas un signe de faiblesse, mais la plus grande preuve de force intérieure que tu peux avoir. Lorsque tu acceptes et nommes ce que tu ressens, tu te libères du pouvoir que ces émotions avaient sur toi. Tu peux choisir comment répondre, au lieu de réagir impulsivement. C'est la différence entre être maître de ta vie ou être victime de tes propres impulsions. Dans la vie quotidienne, cela se traduit par une clarté pour prendre des décisions, une paix pour gérer les conflits et un équilibre pour maintenir ton cap, peu importe ce qui se passe à l'extérieur. Alors, arrête de fuir et de nier ce qui est à l'intérieur. Allume la lumière sur tes émotions, nomme-les avec précision et affronte la réalité sans peur. C'est la base d'une véritable désintoxication mentale et émotionnelle. Sans cette étape, tout effort pour ordonner ton esprit ne sera que du maquillage superficiel qui se dissout à la première crise. Souviens-toi, la clarté commence quand tu arrêtes de courir et que tu commences à regarder avec courage ce que tu ressens. C'est alors seulement que tu seras libre. 4. Décide avec responsabilité interne. Prendre des décisions n'est pas un acte fortuit ni un simple mouvement sur l'échiquier de la vie. C'est la façon dont tu construis ta réalité et définis qui tu es au milieu du chaos qui t'entoure. Imagine que ton esprit est une boussole cassée, tournant sans direction, prise entre 1000 signaux contradictoires venant de l'extérieur et de l'intérieur. Chaque décision sans responsabilité interne est comme suivre cette aiguille erratique, te condamnant à te perdre dans un labyrinthe sans issue. La réalité est dure. Si tu n'apprends pas à décider à partir d'un lieu de maîtrise de soi et de conscience profonde, tu seras emporté par les circonstances, par les opinions des autres
et par des impulsions qui cherchent seulement à satisfaire des désirs immédiats sans se soucier du coût. La philosophie stoïcienne nous oblige à regarder la prise de décision avec rigueur et engagement. Il ne suffit pas de réagir ou de laisser la peur, la pression ou le confort définir ton chemin. Décider avec responsabilité interne signifie t'arrêter, observer ta situation avec honnêteté et agir à partir de la clarté qui naît de la maîtrise de soi. Ce n'est pas éviter de ressentir de l'incertitude ou des doutes, car ceux-ci seront toujours présents, mais savoir naviguer entre eux sans perdre le contrôle. Ce type de décision exige que tu aies un objectif ferme, que tes valeurs soient la base solide sur laquelle toutes tes actions sont construites. Lorsque tes décisions sont alignées avec tes principes, elles cessent d'être de simples réponses à l'environnement et deviennent de puissantes déclarations de qui tu es. Il ne s'agit pas d'être inflexible ou fermé, mais d'être cohérent et ferme face à l'adversité. La désintoxication mentale que tu es en train de réaliser a besoin de cette prise de décision consciente pour consolider le changement. Sans cette étape, tu retomberas dans de vieux schémas, dans la dispersion et dans l'indécision qui t'affaiblissent. Assumer la responsabilité interne, c'est aussi accepter les conséquences de tes choix sans blâmer personne d'autre. C'est la maturité que les stoïciens valorisaient par-dessus tout. La véritable liberté arrive lorsque tu reconnais que, bien que tu ne contrôles pas ce qui se passe à l'extérieur, tu contrôles comment tu réponds et ce que tu décides de faire avec ce que tu as à vivre. Dans la pratique quotidienne, cela implique de créer un espace mental où tu peux écouter calmement tes options, évaluer les risques et les bénéfices et choisir fermement le chemin qui te rapproche de ton objectif réel. Ne te laisse pas tromper par la fausse urgence que la vie moderne impose. La précipitation ne génère que des erreurs et des regrets. C'est pourquoi une partie de cette leçon est d'apprendre à dire non aux décisions impulsives, à reporter quand c'est nécessaire et à chercher toujours la cohérence interne. Cet exercice renforce également ta capacité à maintenir la concentration face aux distractions et aux tentations qui cherchent à te détourner. La clarté et la force que tu obtiendras de cette pratique seront la base pour avancer avec détermination et sans peur. Décider avec responsabilité interne est plus que bien choisir. C'est montrer que tu es le maître de ton esprit et de ton destin. C'est prendre les rênes avec autorité et ne pas céder ton pouvoir à des facteurs externes ou à des émotions passagères. En résumé, cette étape est l'encre qui te maintient fermement au milieu de la tempête, le phare qui éclaire ton chemin et l'épée qui tranche les doutes et les confusions. Sans cette discipline, toute tentative de transformation sera éphémère et superficielle. Alors, sois conscient et impitoyable avec toi-même. Apprends à décider avec le poids de la responsabilité qui implique d'être le seul responsable de ta vie. C'est ainsi que tu construiras la force mentale et émotionnelle que cette désintoxication nécessite. 5. Transforme ton dialogue interne. Ton dialogue interne est comme une radio qui est constamment réglée, mais pas toujours sur la bonne station. Parfois, cette voix intérieure est un murmure encourageant qui te pousse à continuer, mais trop souvent elle devient un bruit insupportable. Une cacophonie qui critique, doute et sabote chaque tentative que tu fais pour avancer. La réalité est dure. Si tu ne prends pas le contrôle de ce discours qui se déroule dans ton esprit, tu finiras par être prisonnier de pensées qui sapent ta confiance et te tirent vers le bas sans même que tu t'en rendes compte. Changer ce dialogue n'est pas une question de clichés ou de phrases de motivation vides. C'est un travail profond, une discipline qui exige une attention constante et un engagement ferme envers toi-même. La philosophie stoïcienne nous rappelle que nous ne sommes pas simplement ce qui nous arrive, mais l'interprétation que nous donnons à ce qui se passe. C'est pourquoi transformer ton dialogue interne signifie identifier ces voix toxiques, ces schémas répétitifs d'autocritique, de peur ou de désespoir, et les défier avec détermination. Remplacer ces pensées négatives par une voix intérieure qui reflète la vérité et la réalité que tu veux construire est indispensable pour libérer ton esprit et ton âme.
Pratiquer l'autocompassion active est fondamental dans cette transformation. Il ne s'agit pas de t'excuser ou de justifier tes échecs, mais d'accepter que tu es humain et que tu mérites le respect, même de toi-même. L'autocompassion te donne la force de confronter tes peurs sans abandonner, de te relever chaque fois que tu tombes et de continuer avec détermination. Cette pratique te permet de maintenir une narration interne qui te pousse vers la croissance et non vers l'autodestruction. Une autre clé est de cultiver des pensées basées sur des faits et non sur des suppositions ou des émotions passagères. Lorsque tu ressens des doutes, mets en perspective ce que tu sais réellement et ce que tu imagines seulement. Lorsque tu fais face à la peur, rappelle-toi de tes réussites et de tes forces passées. Cet exercice d'objectivité mentale renforce ta résilience et ta capacité à prendre des décisions claires et sereines. De plus, en construisant un dialogue interne solide, tu réduis l'influence que les voix externes négatives ou toxiques peuvent avoir sur toi. Un esprit formé de cette manière est moins vulnérable aux manipulations et moins enclin à tomber dans la confusion ou le désespoir. Dans la vie quotidienne, transformer ton dialogue interne implique de prêter une attention constante à la façon dont tu te parles. Corrige ces pensées nuisibles qui apparaissent sans que tu les invites et remplace-les par des affirmations basées sur tes valeurs et la réalité. Ce changement n'est ni une fantaisie ni une évasion. C'est un acte conscient de force et de responsabilité. Il ne s'agit pas d'idéaliser la vie ou d'ignorer les problèmes, mais de maintenir un dialogue interne qui te permet d'affronter la réalité avec clarté et équilibre. Cette étape est fondamentale dans le processus de désintoxication mentale que tu entreprends. Tant que tu laisseras ce bruit interne négatif contrôler ton esprit, tout effort de changement sera superficiel et temporaire. Mais lorsque tu prends les rênes de ce dialogue, lorsque tu règles cette radio interne sur une fréquence de vérité, de force et de maîtrise de soi, tu commences à construire un esprit libre et fort. Cette bataille silencieuse et constante est celle qui détermine ta capacité à maîtriser ta vie. Transformer ton dialogue interne, c'est décider d'arrêter d'être la victime de pensées qui te détruisent pour devenir l'architecte d'un esprit puissant qui te soutient, te pousse et te libère. Le chemin n'est pas facile. Il exige de la discipline et du courage, mais c'est le seul qui mène à la véritable liberté mentale et émotionnelle que tu recherches. 6. Prends soin de ton corps pour renforcer ton esprit. Ton corps est le temple où réside ton esprit, et le négliger revient à construire un château sur du sable mouvant. Tu peux avoir les idées les plus claires, la volonté la plus ferme et l'esprit le plus entraîné. Mais si le corps est épuisé, malade ou négligé, tout ce travail s'effondre comme un bâtiment sans fondation solide. La réalité est brutale. L'esprit et le corps sont profondément liés. Et la force mentale dépend en grande partie de l'état physique. Ignorer cela revient à tomber dans le piège de croire que l'esprit peut fonctionner en pilote automatique pendant que le corps souffre. Mais la vérité est que tu ne peux pas séparer les deux sans payer un prix élevé. La philosophie stoïcienne, bien qu'elle se concentre sur la maîtrise de soi, reconnaît l'importance de maintenir le corps en équilibre pour que l'esprit puisse fonctionner avec clarté et sérénité. Car un esprit fatigué ou malade ne perd pas seulement sa concentration, il devient également vulnérable aux émotions négatives, aux impulsions et aux réactions incontrôlées. Prendre soin de son corps n'est pas seulement un acte superficiel ou une mode passagère, c'est une discipline nécessaire à la survie mentale et émotionnelle dans un monde qui exige une résistance constante. Pendant ces 3 jours de désintoxication mentale, le soin du corps doit être un pilier fondamental. Il ne s'agit pas de faire des routines épuisantes ou de chercher la perfection physique, mais de répondre aux besoins de base qui renforcent ton énergie et ta capacité à penser calmement et à prendre des décisions conscientes. Cela inclut une alimentation appropriée, une hydratation, un repos suffisant et une activité physique régulière. Chacun de ces éléments agit comme un carburant qui alimente ton cerveau et maintient ton système nerveux équilibré.
L'alimentation, par exemple, influence directement ton humeur et ta capacité cognitive. Manger des aliments transformés, trop de sucre ou sauter des repas ne fait que créer des hauts et des bas énergétiques qui affectent tes performances mentales. En revanche, un régime équilibré, riche en nutriments essentiels, apporte la stabilité dont ton esprit a besoin pour rester concentré et fort. L'hydratation joue également un rôle crucial. Même une légère déshydratation peut diminuer la concentration et augmenter l'irritabilité. Le repos est un autre facteur décisif. La privation de sommeil n'affecte pas seulement la mémoire et la créativité, mais elle intensifie également l'anxiété et la frustration, ce qui fait que tes émotions débordent plus facilement. Bien dormir, c'est permettre à l'esprit et au corps de se régénérer, de libérer les tensions et de retrouver la clarté. Sans un repos adéquat, toute tentative de désintoxication mentale est vouée à l'échec. L'activité physique, quant à elle, ne renforce pas seulement le corps, mais est aussi un excellent régulateur émotionnel. L'exercice libère des endorphines, réduit le stress et améliore la résilience mentale. Tu n'as pas besoin d'entraînements intensifs. Marcher, t'étirer ou faire des exercices de respiration sont déjà des moyens efficaces de maintenir ton corps actif et ton esprit clair. De plus, le mouvement physique te connecte au présent et t'éloigne de la rumination mentale. Ignorer cet aspect, c'est comme essayer d'allumer une lampe sans électricité. Tu peux avoir la meilleure ampoule, mais sans énergie, il n'y a pas de lumière. Alors sois conscient et discipliné. Mange bien, hydrate-toi, repose-toi et bouge. Tu amélioreras non seulement ta santé physique, mais tu créeras également un terrain fertile pour que ton esprit s'épanouisse avec clarté et force. Cette étape est essentielle pour que la désintoxication mentale soit profonde et durable. Ton corps et ton esprit sont une équipe indissociable. Renforce l'un et l'autre suivra naturellement. 7. Crée des rituels qui ancrent ta volonté. Ta volonté est comme un muscle qui, sans exercice constant, s'affaiblit et perd de la force jusqu'à devenir inutile. Essayer de changer sans rituel, c'est comme essayer de construire un bâtiment sans fondation. N'importe quel vent fort le renversera sans pitié. La dure réalité est que la discipline n'est pas une étincelle momentanée, mais le résultat d'habitudes soutenues qui ancrent ton esprit et ton corps dans une pratique constante. La philosophie stoïcienne comprend que la volonté n'est ni innée ni magique, mais qu'elle se renforce par des actions répétées et conscientes qui façonnent ton caractère jour après jour. Créer des rituels, c'est établir ces actions qui ne dépendent pas de l'humeur, de la motivation passagère ou de l'environnement, mais qui deviennent des piliers solides qui soutiennent ta transformation mentale et émotionnelle. Pendant ce processus de désintoxication, tes rituels seront les gardiens de ta clarté et de ta paix, car ils te donnent une structure et un ordre quand tout semble chaotique. Un rituel n'a pas besoin d'être quelque chose de grandiose ou de compliqué. Il peut être aussi simple que de consacrer 5 minutes à la respiration consciente chaque matin, d'écrire un bref journal de gratitude ou de fixer un moment spécifique pour se déconnecter du bruit extérieur. L'important est que ces actes deviennent immuables, comme une chaîne qui te connecte à ton but même dans les jours les plus difficiles. Sans rituel, l'esprit se disperse, la volonté se dilue et le progrès devient un mirage qui semble toujours être au coin de la rue, mais qui n'est jamais atteint. Il est courant de penser que la force de volonté est une question de désir ou d'inspiration, mais c'est une dangereuse illusion qui mène à la frustration et à l'abandon. Les rituels éliminent le doute et la fatigue de l'équation, car ils agissent automatiquement, comme un système de soutien qui fonctionne même lorsque l'esprit veut abandonner. De plus, ces rituels t'apprennent à te respecter et à te valoriser, car ils sont un engagement envers toi-même qui renforce ton estime de toi et ton sens des responsabilités. Dans le contexte de la philosophie stoïcienne, les rituels sont une manifestation pratique de la maîtrise de soi, une manière tangible de te montrer à toi-même que tu es capable de gouverner tes actions et tes pensées.
Créer et maintenir ces rituels pendant la désintoxication mentale te permettra d'ancrer la volonté dans la réalité quotidienne, faisant de la clarté et de la sérénité que tu recherches non pas des états éphémères, mais un état soutenu. Mais garde à l'esprit que pour que les rituels fonctionnent, ils doivent être alignés avec tes valeurs et tes objectifs réels. Il ne sert à rien de copier les habitudes des autres qui ne résonnent pas avec toi ou qui s'adaptent mal à ta vie. L'authenticité est la clé pour que ces actes deviennent des sources de pouvoir et non des obligations qui t'épuisent. La création de rituels implique également flexibilité et adaptation. La vie présente des imprévus et des changements. Mais les rituels bien construits sont capables de s'ajuster sans perdre leur essence ni leur fonction. Cela renforce ta résilience et ta capacité à maintenir le cap même dans l'adversité. Enfin, ne sous-estime pas le pouvoir du rituel comme ancre émotionnelle. Dans les moments de crise ou de doute, recourir à ces pratiques établies te ramènera au centre, te rappellera ton engagement et te redonnera la force de continuer. En définitive, créer des rituels, c'est construire le cadre solide où ta volonté peut grandir, résister et te guider vers la transformation que tu recherches. Sans ces piliers, la désintoxication mentale sera une tentative sans structure, vulnérable à la tentation et à l'abandon. C'est pourquoi, sois conscient et discipliné. Conçois tes rituels avec intention, fais-en une partie de ton quotidien et observe comment ta volonté se renforce, rendant chaque pas que tu fais ferme et déterminé. 8. La véritable clôture est de te tourner le dos avec l'âme en paix. Toutes les fins n'ont pas besoin de bruit. Parfois, la chose la plus forte que tu peux faire est de partir sans dire un mot, sans laisser la porte entr'ouverte, sans regarder en arrière. Parce qu'il arrive un moment où tu comprends que ce n'est plus une question d'attendre des excuses, ni une explication, ni une phrase qui donne un sens à tout. Il s'agit de faire quelque chose que tu n'as pas su faire avant. Te tourner le dos à toi-même, à ton besoin de tout comprendre et fermer avec dignité ce qu'ils ont laissé ouvert par lâcheté. La véritable clôture n'est pas une conversation, c'est une décision. C'est cet instant précis où tu choisis de ne plus insister. Il y a une partie de toi qui veut des réponses, oui, qui aimerait une dernière discussion, un dernier regard, un « désolé, je n'ai pas su t'apprécier ». Mais il y a aussi une partie de toi, plus sage, plus ferme, plus brisée et reconstruite, qui ne veut plus rien savoir, qui a déjà compris que le silence parle aussi et que quand quelqu'un décide de ne rien dire, il a déjà tout dit. Et cette partie de toi est celle qui doit mener la clôture, parce qu'il ne s'agit pas de savoir si tu mérites une explication. Bien sûr que tu la mérites. Le problème est de continuer à attendre qu'elle vienne de quelqu'un qui n'a jamais eu le courage de te donner même de l'honnêteté. Le plus douloureux n'est pas que quelqu'un s'en aille, c'est qu'il le fasse en laissant des doutes, en laissant de la culpabilité, en laissant des blessures ouvertes comme si de rien n'était. Et tu restes là, essayant de reconstruire l'histoire pour comprendre pourquoi elle s'est terminée ainsi. Mais reconstruire ce qui a été ne te rendra pas la paix. Parce que la paix n'apparaît pas quand tu arrives à comprendre l'autre. La paix apparaît quand tu arrêtes de mettre ta vie en pause en attendant une explication. Le stoïcisme enseigne que tu ne peux pas contrôler comment on te traite, mais tu peux contrôler combien de pouvoir tu leur donnes après t'avoir déçu. Et toi, qui as donné plus que ce que tu avais, qui as attendu plus que ce qu'on t'a offert, tu as besoin d'apprendre à lâcher prise, même sans avoir toutes les pièces. Parce que si tu t'accroches à tout comprendre, tu restes juste à tourner en rond dans la même boucle, en attendant une clôture qui n'arrivera jamais. Et le plus triste, c'est que pendant que tu attends, tu stagnes. La véritable clôture arrive quand tu te rends compte que tu n'as pas besoin que l'autre parle. Tu n'as pas besoin qu'il revienne. Tu n'as pas besoin qu'il dise la bonne chose. Tu as juste besoin de récupérer ton énergie, de la retirer de là où elle a été ignorée et de l'emmener avec toi dans un endroit où tu peux enfin être en paix. Non pas par fierté, non pas par ego, par respect pour ton processus, pour ce que tu as donné, pour ce que tu mérites. Alors si tu attends un geste, des excuses, un signe, lâche prise.
Le geste est ta distance. L'excuse est ton silence. Le signe est ta clarté. Tous les cycles ne se ferment pas en couple. Certains se ferment seuls, avec la tête haute et le cœur reconstruit à force de vérité. Et cette vérité est simple. Si on t'a blessé et qu'on n'a rien fait pour le réparer, alors tu sais déjà tout ce que tu avais besoin de savoir. Te tourner le dos avec l'âme en paix, c'est comprendre que continuer à attendre ne fait que te retenir. Et tu n'es pas là pour rester à la porte de quelqu'un d'autre. Tu es là pour avancer. Même si ça fait mal, même si tu ne comprends pas tout, même si tu restes sans mots, parce que le silence que tu choisis maintenant, c'est le cri d'amour-propre le plus fort que tu vas donner dans ta vie. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner. Tu ne te fatigues pas à cause de trop d'efforts. Tu te fatigues à cause de ce que tu supportes et que tu ne devrais pas, à cause de conversations vides de sens, à cause de rester là où tu ne te sens plus à ta place, à cause de continuer à donner de l'énergie à ce qui te vide. La plupart des gens ne sont pas brisés, ils sont épuisés. Et cela, bien que cela ne saigne pas, tue aussi. Être gentil ne signifie pas laisser tout le monde toucher ton âme. Être empathique ne signifie pas absorber le poison émotionnel des autres. Et aimer ne signifie pas rester dans un endroit où tu dois cesser d'être toi-même pour être accepté. Protéger ton énergie n'est pas une mode spirituelle, c'est une urgence. Parce que chaque fois que tu choisis de ne rien dire pour ne pas déranger, chaque fois que tu fais semblant que ce qui te blesse ne t'affecte pas, tu te trahis. Et cette trahison ne crie pas, elle s'accumule. Elle devient de l'anxiété, de l'apathie, du vide, jusqu'au jour où tu te regardes dans le miroir et tu ne sais pas à quel moment tu as cessé d'être toi. Cette vidéo n'est pas pour ceux qui attendent encore que les autres changent. Elle est pour ceux qui sont prêts à clore des cycles, à couper des cordes et à avancer léger. Ici, tu vas apprendre à dire non sans culpabilité, à te taire quand parler ne sert plus à rien, à lâcher prise sans regarder en arrière, et à protéger ta paix comme si c'était ta seule patrie. Parce que c'est le cas, ta paix est ton territoire. Et si tu ne la protèges pas, personne ne le fera. Reste. Ces 8 leçons ne sont pas des conseils, ce sont des frontières. Et une fois que tu les as érigées, personne ne te franchira de la même manière. 1. Pose des limites avec fermeté, pas avec culpabilité. Un corps sans peau serait exposé à tout, à la pluie, au vent, aux blessures les plus petites. Chaque frôlement ferait mal comme une brûlure. C'est ainsi que l'on vit sans limite. C'est marcher dans le monde, sans une barrière pour te protéger de l'abus, de la manipulation, de l'épuisement émotionnel. Et il ne s'agit pas de faiblesse, il s'agit de laisser ton intégrité à découvert, espérant que le monde ait la délicatesse de ne pas t'écraser. Mais le monde ne fonctionne pas ainsi. Les gens ne s'arrêtent pas là où ils ne voient pas une ligne claire. Si tu ne fixes pas la limite, ils n'hésiteront pas à la franchir. Le problème est qu'on t'a appris à craindre de déranger. On t'a répété que poser des limites, c'est être égoïste, que dire non te rend froid, que te retirer est une forme d'abandon. Mais on ne t'a jamais parlé du coût de ne pas le faire. On ne t'a jamais dit que chaque fois que tu acceptes ce que tu ne veux pas, ton énergie s'épuise. Que chaque fois que tu te tais pour ne pas briser la paix, cette même paix se brise en toi. Que chaque fois que tu cèdes par peur de perdre, tu te perds toi-même. Poser des limites n'est pas une attaque, c'est une déclaration de dignité. C'est rendre clair ce que tu permets et ce que tu ne permets pas, ce que tu acceptes et ce que tu ne toléreras plus jamais. Tu n'as pas à justifier ta décision, tu n'as pas à donner d'explications détaillées, tu n'as pas à demander la permission pour te protéger. Il suffit que tu comprennes que ce qui n'est pas dit clairement se répète avec souffrance. Et si tu ne mets pas fin aujourd'hui à ce qui t'épuise, demain ce sera un fardeau plus lourd. Parce que ce que tu permets une fois devient une attente. Et ce que tu n'affrontes pas te soumet. Quand tu poseras une limite, ils le remarqueront. Certains s'éloigneront, d'autres seront contrariés.
et c'est là que la culpabilité apparaît. Cette voix intérieure qui te dit que peut-être tu as été trop dur, que peut-être tu as exagéré, que la bonne chose à faire était de céder un peu plus. Mais cette culpabilité n'est pas la tienne. C'est le résidu émotionnel de années de complaisance. C'est la réaction d'un esprit entraîné à plaire. Ne l'écoute pas. La culpabilité n'est que la résistance naturelle au changement lorsque tu cesses d'être une victime pour devenir le gardien de ton énergie. Tu n'as pas besoin d'être agressif pour être ferme. La fermeté ne crie pas, ne menace pas, n'humilie pas. La fermeté est silencieuse, mais percutante. On la ressent dans ton ton, dans ton regard, dans ta présence. C'est cette assurance qui dit « Je ne suis plus disponible pour tout le monde. Je ne vais plus dire oui alors qu'à l'intérieur, je m'éteins. Je ne vais plus expliquer ma valeur à celui qui n'a jamais eu l'intention de la comprendre. » Le stoïcisme ne te demande pas de t'enfermer dans une bulle, mais d'apprendre à identifier ce qui te soustrait. Il t'apprend à reconnaître que prendre soin de ta paix n'est pas un acte d'arrogance, mais de sagesse. Que poser des limites ne te rend pas insensible, cela te rend libre. Parce que quand tu sais jusqu'où va ton énergie, tu sais aussi à qui tu ne dois plus donner accès. Alors la prochaine fois que quelqu'un te demandera plus que tu ne peux donner, souviens-toi de ceci. Dire non est aussi un acte d'amour, mais cette fois envers toi. Et ça, personne d'autre ne le fera pour toi. 2. Retire-toi à temps de ce qui ne vibre plus avec toi. S'accrocher à ce qui ne vibre plus avec toi est comme essayer d'allumer un feu avec des cendres. Peu importe combien tu souffles, combien tu insistes ou combien tu attends. Ce qui était autrefois du feu n'a plus de vie. Et plus tu t'efforces de le raviver, plus tu te rempliras de fumée et de frustration. Le problème est que nous avons du mal à accepter quand quelque chose est terminé. On nous a appris à résister, à rester, à insister même quand notre âme nous crie qu'il est temps de partir. Mais rester par habitude, c'est te trahir. Parfois, le plus courageux n'est pas de se battre jusqu'à la fin, mais de savoir quand faire un pas en arrière, non pas par peur, mais par respect pour soi-même. Tout ce qui t'a fait du bien un jour n'a pas à t'accompagner pour toujours. La vie change, tu changes, et ce qui te faisait vibrer hier peut aujourd'hui drainer le peu d'énergie qu'il te reste. Il y a des lieux, des personnes et des situations qui cessent de résonner avec toi. Non pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'ils n'appartiennent plus à ton processus actuel. Mais quand tu t'accroches, tu restes coincé sur une fréquence qui n'est plus la tienne. Et ça fait mal. Ça fait mal parce que tu sais que quelque chose s'est brisé, mais tu refuses de l'accepter. Alors tu fais semblant, tu tolères, tu forces. Mais la déconnexion interne ne peut pas être cachée longtemps. Le stoïcisme t'apprend que lâcher prise n'est pas échouer, que se retirer n'est pas abandonner, qu'il y a des batailles qui ne sont gagnées que lorsque tu décides de ne pas te battre, car continuer à investir du temps et de l'énergie dans ce qui ne vibre plus avec toi est comme marcher avec les pieds attachés à des blocs de béton. Tu avances lentement, tu es fatigué, et tu ne sais même pas pourquoi. Jusqu'à ce qu'un jour, tu t'arrêtes et tu comprends que ce qui te pèse n'est pas la vie, mais ce que tu refuses de lâcher. Se retirer à temps est une preuve d'intelligence émotionnelle. C'est avoir le courage d'admettre que quelque chose a accompli son cycle, que tu n'as pas besoin de porter tout ce qui a été important un jour. Parce que ce qui compte vraiment ne te demande pas de te trahir pour rester. Ce qui est réel n'exige pas que tu éteignes ta lumière pour que ton environnement ne soit pas dérangé. La peur de lâcher prise vient de l'idée erronée que tu vas te retrouver seul, que tu ne trouveras jamais rien de semblable, que l'abandon est un signe de faiblesse. Mais ce n'est pas abandonner, c'est se purifier, c'est faire de la place, c'est arrêter de porter ce qui ne nourrit plus ton essence, c'est dire « jusqu'ici ». Parce que je me dois du respect, parce que mon énergie ne se sent plus vivante ici, parce que mon intuition ne me soutient plus en cet endroit. Quand tu apprends à te retirer à temps, quelque chose en toi se libère. Tu retrouves de la clarté. Tu commences à t'écouter à nouveau. Ton corps cesse de se tendre. Tes pensées cessent de se battre entre ce que tu désires et ce que tu supportes.
Et alors, tu découvres que tu n'as jamais été en train de perdre. Tu apprenais simplement à ne pas te donner à moitié. Tous les chemins ne sont pas pour toujours. Et toutes les personnes ne sont pas faites pour t'accompagner dans toutes tes versions. Le véritable amour de soi se démontre au moment exact où tu décides de ne pas rester là où tu n'es plus toi. Alors, regarde bien. Si ça ne vibre plus, n'insiste pas. Si ça ne brûle plus, ne te brûle pas. Si ça n'ajoute plus, lâche prise. Parce que chaque fois que tu choisis de partir à temps, tu restes avec toi. Et ça, sans aucun doute, est la plus grande loyauté que tu peux avoir. 3. Choisis le silence comme une réponse puissante. Parfois, le silence n'est pas une absence, c'est une protection. Comme un guerrier qui ne dégaine pas son épée, non pas par peur, mais parce qu'il sait que tout ne mérite pas une bataille. Il y a des mots qui ne font qu'alimenter les conflits, des réponses qui vous embrouillent plus qu'elles n'éclaircissent, des dialogues qui ne cherchent pas à comprendre, mais à dominer. Et lorsque vous répondez par réaction, vous entrez dans un jeu où vous perdez toujours quelque chose, votre énergie, votre calme, votre équilibre. Il ne s'agit pas de garder le silence par faiblesse. Il s'agit de savoir quand votre voix n'a plus besoin de se défendre. Parce que parfois, le bruit d'autrui ne mérite pas votre réponse, non pas parce que vous n'avez pas raison, mais parce que votre paix vaut plus que d'avoir le dernier mot. Il y a des moments où le silence est le langage le plus sage que vous pouvez utiliser. Un langage qui ne cherche pas à convaincre, mais à préserver. Dans une société où l'on récompense celui qui crie le plus fort, celui qui répond vite, celui qui s'impose avec des mots, garder le silence semble démodé. Mais c'est là que se trouve le piège. On vous pousse à réagir, à vous défendre de tout, à justifier chaque pas que vous faites. Et dans cette hâte d'expliquer, de clarifier, de prouver que vous avez raison, vous vous épuisez. Vous perdez de l'énergie dans des discussions qui ne changent rien. Vous nourrissez des égos étrangers. Vous sacrifiez votre tranquillité pour un argument qui, au fond, n'allait jamais être écouté. Le stoïcisme enseigne à choisir le silence comme une décision consciente, non comme une évasion. Marc Aurèle a écrit que lorsque quelqu'un vous attaque, vous pouvez choisir de ne pas laisser ses paroles vous entraîner. Vous n'avez pas besoin de participer à tout. Tout ne mérite pas votre présence, votre émotion, votre énergie. Parfois, se retirer en silence est l'acte le plus puissant que vous pouvez offrir. Le silence n'est pas toujours confortable. Il y a des gens qui se sentent obligés de remplir chaque espace avec des explications, des excuses, des phrases qui cherchent l'approbation. Mais cette impulsion est de la peur déguisée, peur d'être mal interprété, de ne pas être compris, de paraître indifférent. Cependant, en pratique, plus vous vous taisez face à ce qui ne mérite pas votre réponse, plus vous reprenez le contrôle sur vous-même. Parce que dans le silence se trouve l'observation, la stratégie, la force qui n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. Choisir le silence, c'est aussi choisir de ne pas escalader. C'est se rendre compte que certaines provocations n'existent que pour vous voler votre calme, que certains commentaires sont conçus pour vous blesser, pas pour construire, qu'il y a des gens qui cherchent la guerre, pas le dialogue. Et c'est là que le silence devient votre bouclier. Parce que lorsque vous ne répondez pas, vous brisez la chaîne, vous rompez le cycle, vous protégez votre énergie. Il y a ceux qui verront votre silence comme une défaite, comme si céder la parole était perdre du pouvoir. Mais c'est leur problème, pas le vôtre, parce que celui qui a la clarté n'a pas besoin de bruit. Et celui qui a la paix n'a pas besoin d'expliquer constamment pourquoi il ne se laisse pas emporter par la tempête. Le silence bien choisi n'est pas vide, c'est une déclaration de force intérieure. C'est la façon la plus propre de dire « cela ne me touche pas, cela ne me définit pas, cela ne mérite pas ma voix ». Et lorsque vous maîtrisez cela, vous devenez dangereux pour ceux qui ne savent manipuler qu'avec du bruit. Alors la prochaine fois que quelqu'un voudra vous entraîner dans son chaos, souvenez-vous. Le silence ne vous rend pas moins, il vous rend libre. N'expliquez pas ce que vous savez déjà, qui ne sera pas compris. Ne discutez pas ce qui ne cherche pas d'accord. Ne répondez pas à ce qui n'est pas à votre hauteur. Taisez-vous, observez, restez ferme. Parce que celui qui sait qui il est n'a pas besoin de le dire tout le temps. Son silence le rend clair.
Mot 4. N'absorbe pas le chaos émotionnel des autres. Une maison sans mur n'a pas de défense. Tout entre, le vent, la pluie, le froid, les cris de la rue, les déchets que le monde traîne. C'est ainsi que l'on vit lorsque l'on ne pose pas de limites émotionnelles. Tout ce qui est à l'extérieur se faufile à l'intérieur. Les plaintes des autres, les traumatismes non résolus des autres, leurs peurs, leurs frustrations. Et le pire, c'est que souvent, tu le fais sans t'en rendre compte. Tu penses que tu aides, mais ce que tu fais, c'est permettre au chaos de l'autre d'avoir les clés de ta stabilité. Il y a des gens qui ne cherchent pas à se soulager, ils cherchent à se décharger. Des gens qui ne veulent pas guérir, ils ont juste besoin de quelqu'un pour supporter leur poids pendant qu'ils continuent à s'enfoncer. Et si tu n'es pas vigilant, si tu ne sais pas distinguer ce qui est à toi de ce qui est à autrui, tu vas être cette maison ouverte où n'importe qui entre pour déposer ses déchets émotionnels, sans préavis, sans permission. Et toi, sans t'en rendre compte, tu deviens le récepteur de toute cette énergie qui ne t'appartient pas. Le stoïcisme t'offre une leçon claire. Tu ne peux pas contrôler ce que les autres ressentent, mais tu peux décider si cela entre ou non dans ton esprit. Tu n'es pas obligé d'absorber la mauvaise journée de personne, ni de vivre entraîné par les états émotionnels de ceux qui ne savent pas se gérer. Tu peux être présent sans être une éponge. Tu peux écouter sans absorber. Tu peux comprendre sans être brisé de l'intérieur. Les gens confondent empathie et sacrifice. Ils pensent que pour être bon, il faut tout supporter, que aimer, c'est accepter le déséquilibre de l'autre comme s'il faisait partie du contrat. Mais ce n'est pas de l'amour, c'est de la dépendance émotionnelle. Ce n'est pas de la compréhension, c'est de l'abandon de soi. Si chaque fois que quelqu'un va mal, tu te décomposes aussi, alors tu n'aides pas, tu t'annules. Il y a des gens qui viennent à toi brisés, et c'est bien, nous le sommes tous à un certain niveau. Le problème est que ces personnes ne veulent pas se reconstruire, elles veulent juste distribuer leurs fragments pour ne pas se sentir seules dans leur douleur. Et tu les colles un par un pensant que cela répare quelque chose, mais cela ne répare rien. Tu te fragmentes, toi aussi. Apprendre à ne pas absorber nécessite du courage, parce que parfois cela signifie se taire quand tu sais que l'autre cherche seulement un conflit, ou partir quand tu vois que l'énergie de l'environnement te retourne l'estomac, ou dire à quelqu'un « Je comprends ce que tu ressens, mais je ne vais pas laisser cela définir ma journée. » Et oui, ils vont penser que tu es froid, que tu n'as pas de cœur, mais c'est parce qu'ils sont habitués à ce que les autres se brisent avec eux. Quand tu restes ferme, quand tu protèges ton centre, tu brises ce schéma. Ne deviens pas le conteneur de la douleur que les autres ne veulent pas regarder. Ne permets pas que le chaos de quelqu'un d'autre soit la raison pour laquelle tu perds ta paix. Ce n'est pas de la maturité, c'est de la négligence émotionnelle. Parce que ce qui entre sans filtre ne t'affecte pas seulement un moment, il s'installe. Et quand il s'installe, il commence à définir comment tu penses, comment tu réponds, comment tu vis. Mets des limites à ton énergie. Quand tu sens que quelque chose te contamine, éloigne-toi. Quand une conversation ne tourne qu'autour du drame et de la plainte, coupe. Quand quelqu'un n'apparaît que pour te laisser épuiser, reconnais le schéma. Tout le monde ne mérite pas d'accéder à ton espace intérieur. Tout le monde ne peut pas toucher ta tranquillité sans conséquence. Tu n'es pas ici pour porter le poids du monde entier. Tu es ici pour construire ton propre équilibre. Et à partir de là, oui, tu peux être une lumière. Mais si tu t'éteins en soutenant les autres, alors personne ne gagne. Toi moins encore. 5. Sois toi-même, même si cela dérange les autres. Être authentique dans un monde qui exige des masques est comme marcher pieds nus sur du verre. Ça fait mal, mais ça te rappelle que tu es toujours en vie. Parce qu'être vraiment soi-même, sans filtre, sans fioriture, sans s'adapter à ce que les autres attendent, ne sera pas toujours bien accueilli. En fait, il sera souvent critiqué, remis en question, mal interprété. Mais prétendre être ce que tu n'es pas, juste pour t'intégrer, finit par te coûter plus cher. Et pas seulement à l'extérieur. À l'intérieur aussi ça te coûte. Tu perds de l'énergie à essayer de maintenir une version de toi qui ne te représente pas. Et ça épuise.
Depuis tout petit, on nous apprend à ne pas déranger, à nous intégrer, à taire ce que nous pensons si cela peut déranger, à adoucir ce que nous ressentons pour ne pas être pointé du doigt. Et sans t'en rendre compte, tu commences à te réduire. Tu deviens de plus en plus petit, plus correct, plus facile à digérer pour les autres, jusqu'à ce qu'un jour, tu ne saches plus si ce que tu montres est qui tu es, ou simplement une version approuvée par ton environnement. Et c'est là que tu perds tout, parce que rien ne vaut plus que de vivre en cohérence avec toi-même. Le stoïcisme t'apprend à agir à partir de la vertu, pas de l'approbation. Sénèque disait que vivre selon la nature, c'est vivre selon ton essence. Et ton essence n'a pas besoin de permission. Elle n'a pas besoin d'être validée pour exister. Elle a juste besoin d'espace. Mais cet espace, on ne te le donnera pas. Tu dois le prendre. Et quand tu le feras, plus d'un se sentira dérangé. Parce qu'être toi-même est un acte de liberté. Et la liberté des autres dérange ceux qui sont prisonniers de ce que les autres pensent. Il y aura des gens qui préféreront la version soumise de toi. Celle qui ne disait pas ce qu'elle pensait, celle qui cédait toujours, celle qui ne remettait rien en question. Et quand tu commenceras à te montrer réel, direct, ferme, ils se sentiront mal à l'aise. Non pas parce que tu es injuste, mais parce qu'ils ne peuvent plus te contrôler. Parce que tu as cessé de jouer le rôle qui leur convenait. Et ce malaise n'est pas de ta responsabilité. C'est le prix de ton authenticité. Un prix qui vaut chaque centime. Sois toi-même, même si cela implique de perdre des espaces, des personnes ou des environnements. Parce que si tu dois te sacrifier pour être accepté, ce n'est pas de l'acceptation, c'est de la soumission déguisée. Ta voix a du poids, ta vision a de la valeur, ta façon de ressentir le monde a le droit d'exister. Et celui qui ne peut pas vivre avec ça, choisit de s'éloigner de la vérité, pas de toi. Ne cherche pas à adoucir ton intensité, ta façon de penser, ton énergie, juste pour être moins problématique. Parce qu'à la fin, si tu te moules trop, ce qui reste n'est pas toi, c'est une copie. Et les copies ne vibrent pas, n'inspirent pas, ne restent pas. Elles s'usent juste en essayant de plaire à tout le monde. Être authentique signifie aussi accepter que tu ne vas pas plaire à tout le monde. Et c'est bien. Tu n'es pas ici pour répondre aux attentes des autres. Tu es ici pour vivre à partir de ton centre, avec fermeté, clarté, respect pour ce que tu es. Tu n'as pas à t'expliquer, à te justifier, à adoucir ta vérité pour qu'elle soit plus confortable à entendre. Quand tu seras vraiment toi, tu attireras ce qui te correspond. Des relations plus honnêtes, des décisions plus claires, un chemin plus léger. Parce que tu ne joueras plus. Tu ne demanderas plus la permission d'exister. Tu vivras à partir de ta vérité. Et ça, même si ça dérange, c'est ce qui libère le plus. Alors, ne te réduis pas, ne t'édite pas, ne te cache pas. Parce que plus tu es fidèle à toi-même, plus ton énergie devient forte. Et cette énergie, même si elle dérange certains, éclaire ceux qui cherchent aussi la valeur d'être eux-mêmes. Et c'est ça, le véritable impact. Non pas plaire, mais éveiller. 6. La distance est aussi une forme d'amour-propre. Un corps empoisonné ne se guérit pas en buvant plus de poison. Il se guérit en s'éloignant de la source. Il en va de même avec les personnes, les environnements, les dynamiques qui vous intoxiquent de l'intérieur, même si elles ne laissent pas de marques visibles. Le problème est que parfois, le poison se déguise en affection, en habitude, en promesses vides ou même en famille. Et vous restez là, sachant que quelque chose vous ronge, mais sans bouger, comme si s'éloigner était une trahison. Alors qu'en réalité, s'éloigner est la façon la plus claire de vous sauver. Il y a des liens qui ne tiennent que parce que vous êtes toujours là. Non pas par amour, mais par peur. Peur de ce qui se passera si vous faites un pas en arrière. Peur qu'on vous traite de froid, distant, insensible. Mais personne qui valorise votre bien-être ne vous demandera de rester là où vous vous perdez. La distance ne brise pas ce qui est réel, elle ne fait que fissurer ce qui était déjà fissuré et que vous, par loyauté mal comprise, refusiez de lâcher. Le stoïcisme enseigne que vous n'avez pas de contrôle sur les émotions des autres, mais que vous avez le contrôle sur votre présence. Vous pouvez choisir de ne pas participer à une dynamique qui vous dérange.
Vous pouvez vous retirer sans culpabilité des conversations qui finissent toujours de la même manière. Vous pouvez disparaître d'un espace où vous n'êtes plus respecté, non pas par orgueil, mais par santé. Parce qu'il y a des limites qui ne sont pas annoncées. Elles sont établies par le silence et l'absence. La distance n'est pas toujours physique. Parfois, il s'agit de cesser de justifier l'injustifiable, de cesser de réagir à celui qui cherche toujours à vous entraîner dans son drame, de cesser d'attendre tout de celui qui n'a plus rien à vous offrir, et de le faire sans colère, sans cri, sans besoin d'expliquer quoi que ce soit. Simplement vous éloigner, comme celui qui comprend que pour guérir, il ne peut pas continuer à respirer de l'air contaminé. Mettre de la distance ne signifie pas haïr. Cela signifie comprendre que vous ne pouvez plus continuer à céder votre énergie à ce qui ne change pas, à ce qui n'écoute pas, à ce qui ne construit pas. Si quelque chose ou quelqu'un vous consomme la paix, vous perturbe l'équilibre ou vous sort constamment de votre centre, ce n'est pas l'amour qui vous y attache, c'est la dépendance. Et la dépendance ne se brise pas avec plus d'affection, elle se brise avec décision. Les gens confondent proximité et connexion. Mais être proche ne signifie pas toujours être bien. Il y a des silences qui vous accompagnent plus que 1000 mots. Il y a des absences qui vous embrassent plus qu'une présence vide. La distance vous permet d'observer sans le bruit de l'habitude, sans le poids émotionnel qui obscurcit votre jugement. Et dans cette clarté, vous découvrez souvent des vérités que vous refusiez auparavant de voir, que l'amour n'est pas suffisant, que le respect n'était pas là, que votre place dans cette histoire n'existe plus. La distance est un acte de responsabilité envers vous-même. C'est se regarder dans le miroir et dire « Je ne peux pas rester ici sans payer un prix très élevé ». C'est comprendre que tout ne se règle pas en parlant, que parfois, on ne peut régler les choses qu'en partant. Et si ça fait mal, c'est normal. La douleur fait aussi partie de la croissance. Mais ne confondez pas la douleur avec le recul. Parce que si s'éloigner est ce qui vous rend la paix, alors c'est le bon pas. Personne d'autre ne protégera votre énergie pour vous. Personne d'autre ne prendra soin de votre stabilité comme vous devriez le faire. Si vous continuez à attendre que l'environnement s'adapte à votre calme, vous allez vous épuiser à attendre ce qui n'arrivera jamais. Prenez la distance dont vous avez besoin, autant de fois que nécessaire, non pas pour punir, pour vous rappeler qu'avant d'être là pour les autres, vous devez être là pour vous-même. C'est la distance qui ne sépare pas, c'est celle qui vous rend. 7. Avance sans demander la permission. Un arbre ne demande pas la permission de grandir, il ne demande pas à la forêt s'il peut étendre ses racines, ni ne consulte le vent pour savoir s'il est temps de fleurir. Il le fait simplement. Parce que sa nature est de s'étendre, d'avancer, d'occuper son espace. C'est ainsi que tu devrais te déplacer dans la vie, sans excuse pour vouloir plus, sans attendre que le monde applaudisse tes pas, sans demander la permission à ceux qui n'ont jamais marché dans tes chaussures. Depuis l'enfance, on nous apprend à demander l'approbation, que si tu vas prendre une décision, tu dois d'abord consulter, que si tu veux changer quelque chose, quelqu'un doit être d'accord. Et ainsi, tu grandis en croyant que chaque pas doit être validé par quelqu'un d'autre. Mais ce n'est pas nécessaire. Parce que celui qui vit en mesurant chaque mouvement selon la réaction des autres finit par s'arrêter. Paralysé par les opinions, par les jugements, par les peurs qui ne sont même pas les siennes. Avancer sans demander la permission ne signifie pas agir avec arrogance. Cela signifie agir avec conviction. Cela signifie que si tu sais où tu vas, tu n'as pas besoin d'expliquer ton chemin à celui qui n'a jamais compris ta destination. Cela signifie que tu peux respecter les autres sans trahir ce que tu sais être juste pour toi. Et oui, certains seront dérangés. Ils diront que tu as changé, que tu t'es éloigné, que tu n'es plus le même. Mais il ne s'agit pas de changer pour te perdre, il s'agit de grandir pour te retrouver. Le stoïcisme t'apprend à agir selon tes valeurs, pas selon l'acceptation des autres. Marc Aurèle disait que ce qui compte, c'est ce que tu fais, pas ce que les autres pensent de ce que tu fais. Parce que si tu bases tes décisions sur le plaisir des autres, tu n'auras jamais de clarté.
Tu seras comme une feuille emportée par le vent des attentes, toujours soucieuse de ne pas déranger, de ne pas se démarquer, de ne pas gêner. La vérité est que progresser fait du bruit. Ton évolution va confronter ceux qui vivent dans la stagnation. Ta clarté va déranger ceux qui vivent dans la confusion. Ta liberté va heurter ceux qui vivent piégés par ce que les autres attendent d'eux. Et c'est bien. Ce n'est pas ton travail d'adoucir ton chemin pour que les autres ne se sentent pas insécurisés. Ton travail est d'avancer avec fermeté, même si tes jambes tremblent, même si tu es seul, même si personne ne comprend. Attendre l'approbation est une forme subtile d'abandon. Parce que pendant que tu attends le feu vert des autres, le temps passe, les opportunités se refroidissent et la motivation s'effrite. Ce que tu ne fais pas pour toi, personne ne le fera. Et celui qui a besoin que tout le monde l'approuve avant de bouger, ne bouge jamais. Avancer, c'est aussi apprendre à dire « c'est mon chemin », même si tu ne le partages pas. C'est soutenir tes décisions quand les applaudissements cessent, quand les critiques arrivent, quand le silence des autres essaie de te faire douter. Et dans ces moments, ta plus grande force ne sera pas la certitude externe, ce sera la loyauté interne. Cette voix qui sait que même si tout le monde ne comprend pas, tu fais ce qui est juste pour toi. Tu n'as pas besoin de justifier ta croissance. Tu n'as pas besoin de demander la permission de guérir, de t'éloigner, de recommencer. Chaque pas que tu fais vers toi-même est valide, même si personne ne le célèbre. Parce que l'applaudissement le plus important n'est pas celui de l'extérieur, c'est celui de ta conscience tranquille. Alors marche, même s'ils ne te suivent pas. Même s'ils ne comprennent pas, même s'ils te critiquent, parce qu'avancer n'est pas un acte d'ego. C'est un acte de respect pour ce que tu es, pour ce que tu as vécu et pour ce que tu construis. Et celui qui te valorise vraiment n'a pas besoin que tu demandes la permission. Il a juste besoin de voir que tu es toi, sans peur, sans pause et sans abandon. 8. Fais de ta paix ta priorité absolue. Ta paix n'est pas un luxe, c'est une nécessité vitale. C'est comme l'oxygène. On ne le voit pas, il ne fait pas de bruit, mais sans lui, tu t'éteins. Tu tombes malade, tu te perds. Et pourtant, c'est la première chose que tu sacrifies. Tu la donnes pour éviter un conflit, pour maintenir une relation brisée, pour t'intégrer là où tu ne devrais pas. Tu l'échanges contre l'appartenance, l'acceptation, le silence plutôt que la vérité. Et puis tu te demandes pourquoi tu vis sur le fil du rasoir, pourquoi tout te pèse, pourquoi tu ne peux pas dormir même s'il n'y a pas de bruit dehors. La réponse est simple, parce que le bruit est à l'intérieur. Fais de ta paix ta priorité, même si cela implique de perdre certaines personnes, d'abandonner certains lieux, de terminer certaines histoires. Tout ce qui a fait partie de ta vie à un moment donné n'a pas besoin de continuer si le prix à payer est ton équilibre. Il y a des liens qui ne tiennent que si tu renonces à ta voix. Il y a des environnements qui ne fonctionnent que si tu avales l'inconfort. Il y a des jours qui commencent avec de l'anxiété parce que tu sais que tu vas devoir affronter la même chose que d'habitude. Ce n'est pas une vie, c'est de l'usure chronique. La paix ne se trouve pas, elle se construit, elle se défend. Elle se choisit. Elle n'apparaît pas un jour comme une récompense. Elle se cultive à chaque décision que tu prends. Elle est dans le silence que tu décides de garder quand tu sais que parler ne fait qu'alimenter le conflit. Elle est dans la limite que tu fixes sans peur, sans tremblement, sans justification. Elle est dans le moment où tu dis « ceci n'est plus pour moi » et tu pars sans regarder en arrière. Le stoïcisme ne te promet pas une vie sans chaos, mais il te donne des outils pour que ce chaos ne te dévore pas. Il t'apprend à ne pas réagir à tout, à lâcher ce que tu ne peux pas contrôler, à agir avec un but plutôt que par impulsion. Et cette façon de vivre, plus claire, plus concentrée, plus libre, n'est rien d'autre que le chemin direct vers la paix intérieure. Quand tu fais de ta paix une priorité, tout change. Tes décisions ne naissent plus de la peur, mais de la conscience. Tes relations ne sont plus basées sur le besoin, mais sur l'affinité. Tes objectifs cessent d'être une course désespérée pour la validation et deviennent une extension naturelle de ce que tu es.
Les gens qui ne comprennent pas cela penseront que tu es devenu distant, froid, égoïste. Mais ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'auto-soin. C'est savoir que personne ne peut habiter ton esprit à ta place. Que si ton monde intérieur est en guerre, le reste n'a pas d'importance. Ta paix est ton foyer, c'est ton temple, c'est ton centre. Et si tu ne la défends pas, tout ce qui est externe te traînera. Il y aura toujours quelqu'un qui voudra te provoquer, quelqu'un qui voudra te déstabiliser, quelqu'un qui voudra t'imposer son rythme, mais tant que tu gardes ton calme, il ne gagne pas. Tant que tu réponds avec clarté, pas avec colère, tu conserves le pouvoir. Et tant que tu sais qui tu es, le bruit extérieur perd de sa force. Le véritable succès n'est pas d'avoir plus, c'est d'avoir besoin de moins pour te sentir bien. Et tu ne comprends cela que lorsque tu en as assez des guerres sans sens, des luttes internes qui ne mènent à rien. Quand enfin tu choisis la paix, non pas comme une échappatoire, mais comme un acte de maturité, alors tout s'emboîte. Alors tu comprends que rien ne vaut plus que d'être bien avec toi-même. Ni l'amour, ni l'approbation, ni les applaudissements. Fais de ta paix ton bouclier, ta boussole et ton chemin. Parce que de là, tout ce que tu construis aura du sens. Et tout ce que tu lâches ne sera pas une perte, ce sera un retour à toi. Et ce sera toujours le meilleur endroit. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.